est au courant, speed kills. Tout le monde veut être plus vite, tout le monde veut améliorer son speed pour être meilleur sur le field, mais on voit beaucoup de monde qui essaie de devenir plus vite en s'entraînant seulement au gym. Je dis pas que c'est impossible. Okay? L'idée, c'est que ton training de gym va supporter ton training de speed sur le field. Mais il y a une façon de le faire aussi. Est-ce que c'est juste de faire du max train, toujours travailler en full range of motion, c'est de faire des sauts? Dans cet épisode-là, on fait les do's and don'ts du training en gym pour supporter ton speed sur le field. Bonne écoute! Alright, fait que, les premières choses, les 5 do and don'ts de l'entraînement dans le gym pour le speed, c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de t'entendre. Là. On se lance tout de suite. C'est quoi les premiers do's and don'ts? Je sais pas si tu veux commencer avec les do's, les don'ts, les mix des deux. Time to shine. Yeah, so une des choses qu'on entend le plus quand vient le temps de travailler ton speed ou d'améliorer ton speed, c'est que tu veux travailler ta force max, puis que de travailler ta force max dans le gym va te rendre plus vite. OK? Mhm. À la base, cette idée-là n'est pas fausse. OK? Dans le sens que oui, si tu es capable d'appliquer plus de force dans ton mouvement de sprint, théoriquement, tu vas être capable d'avoir un plus grand stride length, puis tu vas être capable d'être plus vite sur ton 40-yard dash, par exemple. Tu vas être capable de le faire en moins de stride. Souvent, les trainers qui, 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 qui affirment ça se basent sur un paquet d'études qui ont été faites et qui démontrent vraiment que oui, de faire de la force augmente la moyenne de la vitesse du monde qui ont pas beaucoup d'expérience en gym. Ça commence à être vraiment plus blurry line quand on parle d'athlètes avec beaucoup d'expérience, soit en gym, beaucoup d'expérience sur la track. OK? Puis un autre argument que ces coachs-là vont utiliser, c'est le fameux exemple de Ben Johnson, le sprinter qui avait été coaché par Charlie Francis, Canadien, qui était une fucking beast dans le gym. Ce gars-là, il benchait, man, 300-400 livres, il squattait 500-600 livres. Je dis ça on top of my head, mais c'était une fucking beast, man, dans le gym. Puis, guess what? Il y a eu un world record qui a été malheureusement Mais, renversé. exact, guess what? Il a avoué puis il a été pris à prendre je sais pas quelle quantité de stéroïdes anabolisants, mais comme ça fait partie de l'équation probablement pourquoi il était aussi jacked puis fort. Là. Il y a des bonnes chances. Sauf, je veux pas utiliser ça comme argument parce qu'il y a un paquet de sprinters qui sont juiced up. C'est juste, ça fait partie de la réalité du sport, là. C'est pas, c'est la grosse différence entre lui et, mettons, les autres sprinteurs américains, par exemple, c'est que lui s'est fait pogner. Ouais. Il y a un faux documentaire là-dessus sur Netflix. Mhm. Man, j'oublie le nom, là, un des Untold, un peu comme celui sur Tim Tebow Play Gators, et ainsi de suite. Il y avait quelques Untold, puis il y en avait un qui était sur un méga scandale de doping, puis c'est vraiment intéressant. Recommandation à tous. So, on revient à notre recommandation de base de faire de la force max pour devenir plus vite. Honnêtement, si tu n'as jamais vraiment lift ou que tu as une force de base qui est vraiment moyenne, ok, parce que tu n'as pas de maturité physique et tu n'as pas d'expérience dans le gym, il y a des bonnes chances que tu liftes un peu, que tu prennes un peu de force, un peu de masse, puis ça va augmenter ton speed, c'est clair. Mhm. L'histoire, c'est qu'au début, tu vas faire des gains rapides, mais ça va plafonner hyper rapidement. Parce que la force que tu appliques dans le sol, c'est seulement une variable dans l'équation qui va t'aider à devenir plus vite. Mhm. Okay? Tu peux appliquer plus de force, mais le faire plus lentement, par exemple. Tu peux appliquer plus de force, mais avoir de la misère à cycler dans ton mouvement de sprint. Tu peux appliquer plus de force, mais compromettre ta posture de sprint et donc pas être capable de la diriger dans la bonne direction. Fait que ça marche beaucoup at first. Puis après ça, ça va plafonner si tu mises si tu mets tout ton cash sur augmenter ma force max dans le gym pour devenir plus vite. Est-ce Ce que tu que. devrais faire, Ouais, mais yeah. est-ce qu'il y a une. Est-ce qu'il y a un certain point, un certain ratio, quelque chose que tu devrais viser? T'sais, est-ce que, je pense que squatter son bodyweight, c'est le minimum pour tout le monde. Là. Si tu squattes pas ton bodyweight, get on it, probablement. Mais tu sais, y a-tu, Mm-hmm. on entend souvent, bon, mais une fois et demi bodyweight, deux fois bodyweight, il y en a qui parlent que même elite strength, c'est genre deux fois et demi bodyweight. Y a-tu quelque chose comme ça où est-ce qu'on voit
une courbe peut-être d'un diminishing return? Y a-tu quelque chose que tu dis là, ça semble être comme le golden spot en termes de force de squat, de deadlift, de trap bar deadlift, quelque chose? C'est. J'haïs les ratios, man. J'haïs les ratios pour différentes raisons. Puis une des raisons principales, c'est que la force que tu vas générer dans un mouvement de squat, par exemple, pour prendre ton exemple, est pas en relation. C'est pas la même relation avec le poids que tu mets sur la barre pour chaque personne. OK? Par exemple, si toi, tu fais 6 pieds 5, ben, il faut que ton mouvement, tu le fasses sur une vraiment plus grande distance que quelqu'un qui fait 5 pieds 2. Yeah. Je veux dire, quelqu'un qui bench avec des bras qui font 6 pieds de wingspan versus quelqu'un qui a 5 pieds de wingspan puis un chest thick comme ça n'a pas de bon sens. C'est même si lui qui a des petits bras puis un gros chest va mettre plus de poids sur la barre, ben, physiologiquement, son recrutement musculaire ne sera pas nécessairement plus grand. Non. Fait que Mais, comme il y a les avantages mécaniques à prendre en considération, puis ça dépend vraiment de chaque body type et de chaque personne. mhm. Mais il n'y a pas un target. Je veux dire, je suis conscient que c'est pas pareil pour tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui devrait avoir un même ratio, mais il n'y a pas un certain pourcentage, un target qu'on pourrait se donner, dire, OK, ben là, regarde, pour de vrai, ta force, c'est pas ça ton Mhm. facteur limitant dans ton sprint. Ou y a-tu des tests que tu peux faire qui vont dire, OK, ben, en force, c'est ça, en explosion, en rapidité, en Yeah. vélocité, tu génères ça. Là, tu devrais faire plus de force, là, tu devrais faire plus de vélocité, et ainsi de suite. Plutôt que de le chiffrer de cette façon-là, là, pour dire, OK, là, c'est ton diminishing return, j'y vais un peu plus avec l'expérience d'entraînement. Puis, ça fait combien de temps que tu lifts de façon intense et régulière? Fait que, tu Mhm. sais, je veux dire, pour le speed en tant que tel, tu pourrais être le plus vite que tu n'as jamais été puis que tu seras jamais sans lever un poids, honnêtement. OK? C'est juste un outil qui va te permettre d'aller chercher un meilleur recrutement de fibres musculaires. Fait que, je veux dire, à partir de là, c'est plus un outil pour augmenter la qualité de tes sessions de sprint que pour vraiment augmenter ton potentiel de vitesse d'une certaine façon. Est-ce que ça fait du sens de cette façon-là? Je sais pas si ton micro est dead là, ou je t'entends plus. Est-ce que là, tu m'entends? Yep. OK. J'ai essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Fait que je disais, le don't, c'est de pas juste lift en force max. Qu'est-ce Yeah, que tu fais à la exactement. place? Tu vas améliorer ton speed. Qu'est-ce que je fais à la place, c'est que je fais un peu de force dans ma semaine, mais je veux viser le minimal effective dose pour aller chercher un recrutement musculaire, augmenter les qualités, si on veut, nerveuses de ma force, qui vont supporter et qui vont m'aider à être plus vite, mais qui vont aider à augmenter la qualité de mes entraînements de sprint. Fait que peut-être que tu en fais 2 fois par semaine, puis dans l'extrême, tu fais 2 séries 2 fois par semaine de heavy squats, juste pour loader, puis dire que ton lower body est bien stimulé, puis that's it. Puis ça va augmenter ton recrutement nerveux, va augmenter ton signalement nerveux pour améliorer tes entraînements de sprint, puis that's it. Mais on va le voir un peu plus tard avec le dernier do and don't, mais le volume de force que tu devrais faire va dépendre vraiment de chaque individu et de ton expérience. C'est clair que quelqu'un qui a zéro expérience d'entraînement, puis en plus, nous, on parle beaucoup de joueurs de foot, fait qu'il y a d'autres avantages à être fort, pas juste pour ton Pas sprinting juste. speed, là. Ouais. Probablement que lui, il devrait mettre un peu plus de temps là, sur son développement de la force. Fait C'est que long juste, story short, quelqu'un yeah, long. qui a peu d'expérience de training pourrait bénéficier un peu plus de faire un petit peu plus de force max puis ce qui va autour de ça. Puis plus tu es Yep. avancé dans ton âge de training, un gars qui est à sa dernière année universitaire, ça fait 8 ans qu'il frappe le gym tout le temps, ben peut-être que là, la force max ne devrait pas être sa priorité, à moins qu'il soit vraiment weak pour une raison X, que hey, c'est blessé, il faut qu'il reprenne sa force max. Ouais, peut-être suite à une blessure ou peut-être qu'il n'en a jamais fait de sa vie. Fait qu'à ce moment-là, Mhm. même s'il est à sa dernière année universitaire, ben, il reste un newbie en termes de training. Je comprends. Je comprends. Puis comme le meilleur exemple, l'exemple à l'autre extrême, c'est Jason et Travis Kelce là, que j'écoutais leur podcast, New Heights. Puis eux, man, personne ne va pouvoir dire qu'ils n'ont pas eu une bonne carrière ou qu'ils sont des mauvais joueurs de foot ou qu'ils ne sont pas explosifs sur le field. Jason Kelce, c'était probablement un des centres les plus rapides de la NFL dans le temps qu'il était actif. Travis Kelce, c'est juste un freak athlète. Là. Puis Ouais. ces gars-là,
expliquent que dans leur routine de préparation off-season, lift presque pas, puis in-season, ils font juste le faire de temps en temps pour maintenir leur force. Travis Kelce, squat, bench, jamais de son off-season. C'est crazy. Mais ça, on le voit de plus en plus. Tu sais, puis ça va dépendre. Là, il y a des gars qui s'entraînent avec des coachs avec des philosophies différentes. Mais on le voit beaucoup dans la NFL, des gars qui liftent beaucoup moins que les gars college, par exemple. Puis Exact. beaucoup moins que les gars high school parce que eux, ils n'ont pas le même retour sur leur investissement probablement dans le gym, du fait qu'ils sont plus Exact. expérimentés, ils sont plus vieux. Puis les qualités athlétiques, la force qu'ils doivent avoir, puis le power qu'ils doivent avoir, ils sont rendus là. T'sais, la réalité, c'est Exact. qu'un gars dans la NFL, sa seule job l'hiver, c'est de ne pas se blesser puis revenir en santé à la saison. T'sais. Justement, Exact. j'écoutais l'épisode de, si je ne me trompe pas, c'est l'épisode de cette semaine ou de la semaine dernière de New Heights où est-ce qu'il parlait que sur leur contrat, si tu te blesses pendant l'off-season, même si c'est en t'entraînant pour le foot, c'est considéré comme un non-football injury, puis tu peux perdre des grosses quantités de ton contrat. Fait que tu pourrais même, tu sais, ils peuvent pas risquer de se blesser à l'entraînement. Tu sais, si tu le fais, mais tu perds des grosses sommes d'argent. Oh, Puis c'est peut-être pas ce qui est le plus bénéfique pour eux. Fait que, je le dis souvent, là, comme entraîner un joueur de haut niveau, là, que ce soit universitaire, un gars qui est vieux, qui est mature physiquement ou un pro, c'est le plus facile. Numéro un, tu vas leur donner à faire n'importe quoi, puis s'ils se sont rendus là, c'est qu'ils ont un bon pool génétique. c'est Fait des que high tu leur fais responders en regarder des tout. weights, puis ils vont prendre de la force puis de la masse. Ouais. Numéro 2, ils ne deviennent pas plus forts, pas plus vite, ils se blessent pas, ta job est faite. Ta job est faite. Ta job est faite. Et justement, un des prochains do and don't, c'est Don't train like the pros. Okay? C'est le dernier que je voulais parler. On va enchaîner direct. Là. La transition est trop bonne. Ouais, puis c'est bien parce qu'il y a une des choses qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des pros, ce qu'ils font en ce moment, c'est pas nécessairement ce qu'ils ont eu à faire à travers les années pour se Mm-mm. rendre chez les pros, puis c'est vrai dans tous les milieux. Si on parle le milieu où le monde voit peut-être plus l'entraînement, où c'est plus, on le voit plus concrètement, c'est dans le monde du fitness. Tu peux pas t'entraîner comme Ronnie Coleman, quand, ben, pas en ce moment, mais quand il était en ce moment, il n'a pas le même training qu'il avait, mais quand il était un Olympia versus quand il a commencé à s'entraîner à 15 ans. Tu sais, ce que les Exact. pros font dans peu importe quoi, c'est pas ce qui les a rendus là. Puis souvent, l'erreur qu'on fait, c'est essayer de mimiquer ce que les pros font pour En passant essayer que de ça va rendre. nous amener là. Mais tu l'as bien dit, man. Tu l'as très, très bien dit. Ce qu'ils font live, c'est pour rester au top. C'est pas pour se rendre au top. Ouais. C'est comme... Puis de toute façon, c'est pas le même pool génétique. Là. Il y a des très, très bonnes chances que tu regardes un gars là, de la NFL, là, Joey Bosa, Nick Bosa, CMC, là, Myles Garrett, ceux que c'est comme trendy de voir leur workout puis leur shape, DK Ouais. Metcalf, mais comme je l'ai dit, ces gars-là, ils regardent la barre de bench puis ils prennent des totons, man. Fort. Ils regardent la barre de bench puis leurs pecs grossissent, là. Ils ont même pas besoin de la lift, là. Exact. Versus 99% des gars du secondaire, du cégep, à Québec, génétique pure laine, peau très, très, très blême, très peu d'exposition au soleil à chaque année. T'as peut-être besoin d'un peu plus de work Ouais. pour atteindre de la force similaire, là, au même niveau athlétique. Là. Yeah. Je Fait veux que tu fais dire, quoi à la place? Si tu t'entraînes pas comme les pros, tu fais quoi à la place? good. Puis là, c'est tough. Honnêtement, là, c'est plus tough d'entraîner quelqu'un qui a zéro pot génétique, qu'on part à zéro. Et des fois, je fais des évaluations de gars là, que je coach en ligne. Là. Puis je leur demande de faire un air squat juste pour voir comment ça bouge. Les genoux partent de tous les sens, les hips ils shift. Le gars, j'ai l'impression qu'il va se faire un ACL juste à faire un air squat. Comme là, il y a de la job. Là, il y a de la job. OK? Ouais. Mais l'idée, c'est faut que tu t'entraînes en fonction de tes besoins à toi et de ton niveau d'expérience. Fait que quelqu'un qui a zéro expérience, qui a zéro fondation, qui a zéro force de base, zéro masse de base, il faut travailler sur les bases. Puis Mhm. ça, c'est large, c'est plus complexe, ça demande plus d'expertise, mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que souvent,
ces gars-là, ils ont tellement tout à improve que peu importe ce qu'ils vont faire, ils vont improve. Ouais. Là où ça devient un peu plus, tranquillement, plus complexe, moi, je pense que c'est dans le in-between. Où est-ce que tu as des gars qui ont un certain... qui ont passé l'étape des newbie games, là, si on veut. Puis là, on parle du gym, mais on parle aussi du développement athlétique en termes de vitesse puis agilité, qui ont déjà fait leurs newbie gains juste parce que ils s'entraînent de façon constante, ils vont au gym, ils sprintent, ils font des changements de direction, puis là, leur gain est plateau. Là, il faut vraiment plus se poser la question de OK, toi, Marc, par exemple, qu'est-ce que tu as besoin pour vraiment passer au next step? C'est quoi ton facteur limitant? Mhm. Puis peut-être que pour toi, même si tu es un athlète qui a beaucoup d'expérience d'entraînement, peut-être que ça va être ta force max. Parce que par la nature de ce que tu as fait plus de trucs en speed, en vitesse, puis au final, tu n'as pas tant poussé ta force max. Mhm. Euh, Au lower body, sans nommer de place ou de programme, il y a des programmes universitaires que leur préparation physique font pratiquement pas de force de lower body. C'est du bench, 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 bench. Puis quand on arrive au lower body, c'est un peu clean, puis that's it, faudrait pas se blesser. Ben, il y a des bonnes chances que ces gars-là lack en termes de balance, puis il leur manque un petit peu de force de lower body, où il y aurait vraiment avantage à en faire un peu plus pour aller chercher un meilleur recrutement de fibres musculaires, un meilleur taux Mhm. de recrutement de fibres pour avoir un peu plus de force, puis être capable de le générer sur des mouvements de football, puis de sprint. Mhm. Puis à ce niveau-là, on a l'inverse aussi. On a le gym rat, que lui, il a écouté trop de vidéos de Larry Wheels, puis il a fait trop de squats, trop de bench. Il est vraiment fort, mais il n'est pas capable d'exprimer cette force-là à haute vitesse. Fait qu'il a besoin un peu plus de power puis de speed. À ce moment-là, lui, il aurait tout intérêt à entraîner ces qualités-là dans le gym pour augmenter Ce qui son speed. aurait, ce qui aurait probablement été moi, honnêtement, rendu Mhm. à l'université ou quelque chose, là, où est-ce que le background était beaucoup en hypertrophie, en force, et ainsi de suite. Beaucoup moins dans ce qui est bougé avec certaines vitesses dans le gym. Probablement que Mhm. moi, ça aurait été ça mon besoin rendu à l'université. Mhm. Yeah, parce que tu avais quand même vraiment une très bonne base de force là, sur tes mouvements de Mhm. base. Là. Exact. Même si tu n'étais pas dans les tops au bench, mais je pense que tu es très désavantagé au bench, Marc, parce que tu as vraiment des longs bras. Puis Tu vraiment un pas petit chest. un petit chest. Tu pas un bon avantage mécanique pour le bench. Mais ça veut pas dire que ton press, quand tu arrivais sur le field ou quand tu voulais créer de la séparation, était mauvais. Non, Je pense pas que exact. tu avais de la misère à puncher un running back. Là. Non, absolument pas. Fait que, Fait que comme problème avec toi, alors à ce moment-là, comme tu as dit, ça va être de faire des mouvements plus en vitesse, plus de mid-ball throw, par exemple. Continue de faire un peu de force de upper body pour maintenir cette force-là que tu as grindé durant ton cégep, qui te mhm. sert, Yeah, mais que tu aurais avantage à l'exprimer à plus haute vitesse. yeah. Next point. So, Um, yeah, don't train like the pros. Train toi ce que tu as besoin. Une autre erreur, troisième do and down que je vois souvent dans le gym. Les gars, les coachs programment presque uniquement des mouvements verticaux. ouais, c'est Quand je parle de mouvements verticaux, c'est des mouvements squat, deadlift, fait que ça se passe sur l'axe où je suis debout puis je me lève avec une charge, ou des mouvements de... Puis inversement, pour le upper body, on dirait que c'est l'inverse. Ou juste des mouvements horizontaux pour le upper body. Fait que par exemple, je suis couché, puis je bench, ou je suis chest supported, puis je row, ou un seated row. OK? mhm. Si tu t'entraînes dans le gym juste dans ces patterns-là, tu miss out. Oui, puis rapidement, quand on parle de vertical puis d'horizontal, c'est pas nécessairement. Si je me trompe pas, que je vois si je me trompe, mais c'est pas par rapport à la gravité de la barre. Je veux dire, c'est par rapport au corps, à ton corps, dans le fond. Fait que Exactement. vertical serait toutes les fois où tu es debout, si on veut, puis tu pousses à partir de tes pieds vers ta tête, puis horizontal Yep. serait de ton dos vers là, devant ton corps, ou ainsi de suite. Yeah, ou l'inverse. Fait que un pull vertical serait par exemple Exact. un pull-up, un chin-up, où est-ce Exact. que je tirerais de au-dessus de la tête pour ramener vers mon corps. Fait que lower Puis, body, tu trouves qu'on voit beaucoup trop de vertical, puis upper body, beaucoup trop d'horizontal, ou du moins peut-être pas une bonne balance des deux. mhm. L'idée de base, là, c'est au minimum, tu veux que ça soit bien balancé. OK? Ok. Que de cette façon-là, tu t'assures de ne pas créer de déficit
de force où tu es beaucoup plus fort, soit dans un push horizontal versus ton push vertical. Puis souvent, à mon expérience, ce que je remarque, c'est quand un athlète arrive puis qu'il a passé 85% de son temps à faire, par exemple, un push horizontal, mais seulement 15% ou pire de push vertical, c'est là que les problèmes d'épaule arrivent, les épaules stiff, les gars ils ont des postures, ils ont de la misère de sortir d'une mauvaise posture, puis ils ont de la misère d'exprimer leur force sur le film. Par là, tu veux L'idée, dire c'est quelqu'un qui ferait beaucoup plus de bench press que de overhead press, par exemple. exact. Ou, tu sais, il y a plusieurs façons de regarder ces balances-là, mais quelqu'un qui ferait beaucoup plus de press overall que de pull. Ouais. Honnêtement, l'idée, c'est pas d'aller chercher des ratios de force, à mes yeux, parce qu'encore une fois, ça va dépendre de chaque individu, mais c'est de s'assurer de passer un temps équilibré dans chacun de tes axes de push Mhm. et de pull pour le haut et le bas du corps. Mhm. Puis des fois, si tu as à être débalancé, moi personnellement, ben, j'ai des patterns où est-ce que je suis comme, OK, si tu as à être débalancé, bon, au moins sois débalancé en chaîne postérieure pour le lower body, par exemple. Si tu passes un peu plus de temps sur ta chaîne post pour le lower body, no big deal. J'ai jamais vu quelqu'un qui est arrivé et qui m'a dit, hey, j'ai fait trop de RDL par rapport à mon squat, puis là, j'ai de la misère à générer de la force. C'est plus rare. Ouais. C'est plus rare. OK. Puis, fait, que dans le fond, si on ramène ça au training de speed, ça Ouais. serait de pas tout le temps t'entraîner de façon verticale dans le lower body. Si tu parlais de Yep. squat, on parle peut-être de trap bar deadlift. Un Yep. deadlift normal, est-ce que c'est vertical? Est-ce qu'un Yes. RDL c'est vertical? Est-ce que. Yes. Qu'est-ce qui est vertical? Qu'est-ce qui l'est pas en fait quand on parle de lower body? Tous les mouvements que tu viens de parler, c'est tous des mouvements verticaux de lower body. OK? Il y en a qui avaient une emphase plus chaîne antérieure, fait que plus, par exemple, quad. Puis il y en a d'autres que tu m'as nommé qui avaient une emphase un peu plus chaîne postérieure, fait que un peu plus glute ischio. Un OK. mouvement vertical, c'est n'importe quoi que tu es debout, tu pick up du sol, tu le montes, ou tu l'as sur ton dos, tu la montes. OK? Un mouvement horizontal, il faut que C'est tu un hip modifies ta thrust. posture ou tu utilises une autre pièce d'équipement. Fait un hip thrust est un mouvement horizontal. Okay? Puis à part le hip thrust, il y aurait quoi? Prowler push, prowler pull, tire flip. Là, il faut que tu sortes un petit peu plus des mouvements classiques, si on veut. OK. Honnêtement, il n'y en a pas une tonne. Mais juste de en faire un peu plus va être vraiment intéressant. Puis, overall, backé par la littérature, d'entraîner des mouvements horizontaux vont avoir un meilleur transfert sur tes mouvements de sprint. Parce que le sprint est un mouvement où tu vas générer beaucoup de force dans un axe horizontal aussi. Est-ce que ça voudrait dire que. Est-ce que de manière générale, par exemple, un broad jump est plus corrélé à un bon sprint qu'un vert, par exemple? Yes, absolument. Il y a une très bonne corrélation entre ton vertical jump et ton accélération. À mon expérience, je ne sais pas si ça a été étudié ou si c'est backé par la littérature, mais à mon expérience, les gars qui ont un meilleur broad jump auront un meilleur potentiel de sprint et de vitesse. Je veux dire, c'est pas parfait, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, Mhm. mais Ouais. ton broad jump a une meilleure corrélation avec la force que tu peux appliquer de façon horizontale. Yep. OK. Parce Fait que que réellement. la direction dans laquelle tu appliques ta force est beaucoup plus similaire. Mhm. Fait que réellement, c'est de ne pas train seulement vertical, ce qu'on a l'habitude de faire. Fait que squat, deadlift, RDL, good morning, trap bar jump, you name Yep. it. Il y en a plein, puis c'est pas des mauvais mouvements, mais c'est de ne pas Non. seulement faire ça, intégrer des mouvements horizontaux, comme tu parlais du hip thrust, du prowler push, du prowler pull, du tire flip, et ainsi de suite. Yep. Mais c'est surtout pour tes mouvements de jump et tes mouvements pliométriques. OK? Donc, tout ce qu'on vient de dire, c'est bon pour tes lifts dans le gym. Qu'est-ce qu'on voit aussi que les athlètes font dans le gym? Ça va être des sauts, des drop jumps, des depth jumps, des hurdle jumps. Ouais, Mais on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur un axe vertical. Fait que des ouais, box jumps, comme je viens de dire, ouais. des vertical jumps. On voit même des pogo jumps et des jumps assistés avec un élastique. Mhm. Énormément sur l'axe vertical. Tu sais, Ouais, je veux dire, je peux comprendre pourquoi ça se retrouve plus dans tes trainings de gym. Tu manques d'espace, c'est plus tough te exact. déplacer de façon horizontale. Euh, fait que c'est correct, mais
dans ta semaine de training, quand tu vas sur le field, ben, au moins, il faut que tu t'assures de travailler ces mouvements-là pliométriques, tes mouvements-là de power output sur un axe qui est horizontal. Fait que ton broad jump, OK? Tes bounding. Bounding, c'est dans les meilleurs sauts que tu peux faire qui vont avoir un transfert le plus proche pour ton sprint, des straight leg bounding, des power skip. OK, cool. Y avait-tu autre chose? Fait que c'est d'intégrer du training horizontal pour avoir juste vertical. Y a-tu autre chose par rapport à ça? Yes. Force de rotation. Rotation. Fait que de pas juste rester dans un axe pur. Fait que soit le combiner avec un twisting motion, soit entraîner ton trunk twist, ou le combiner un trunk twist avec un mouvement de push, ou un mouvement de pull, ou un mouvement de lower body. Fait que Veux-tu je me te donne donner un. des exemples? Le premier qui me vient en tête, moi, c'est juste un med ball pass de côté, par exemple. Mais. Ça serait le plus facile à imager. Fait que par exemple, de base, j'entraîne ma force en rotation. Ça peut être un med ball pass de côté où est-ce que tu vas tourner les hips et le tronc. Mais dans un mouvement, par exemple, de row, ben, tu peux inclure de la rotation au niveau de ton tronc en cheatant un petit peu la motion ou en intégrant le torse dans la motion. Ce qu'il faut Descendre un comprendre, c'est peu que le plus mouvement. bas, aller chercher un certain twist en descendant, remonter, tu sais, twister un peu, puis le cheat, que ce soit pas un row qui est purement bodybuilding style, mais que dans le but de ton entraînement à toi, c'est pas que tu le triches pour mettre plus haut, c'est que c'est ça, ton mouvement pourrait être ça et inclure une rotation, par exemple. Yeah, puis c'est une des raisons pourquoi je travaille beaucoup avec des movement patterns plutôt que des groupes musculaires. C'est qu'un row, par exemple, je veux entraîner un mouvement de pull horizontal, un row, ben, en tant que tel, là, dans un mouvement sportif, ça arrive jamais isolé juste à l'épaule, au dos, puis au bras, puis au coude, puis that's it. Tes hips rentrent en compte de jeu. Ton tronc bouge, tes pieds bougent. Tu veux pas perdre cette connexion-là, cette chaîne de transfert de force-là dans tes mouvements, même de upper body. Lower body non plus. Fait que, par exemple, tu peux faire un press avec un corps de rotation sur un landmine, tu peux le faire avec un dumbbell. Il y a un Ouais. paquet de façons de le faire à ce moment-là. Fait que Mais c'est comme, d'intégrer des patterns de rotation aussi dans ton training. à mon expérience, là où est-ce que ça a été le plus efficace, c'est oui, un peu de l'isoler de temps en temps au niveau du tronc pour que les athlètes comprennent que tes épaules et tes hips peuvent travailler de façon dissociée, OK? Juste pour dire, OK, je suis capable de tourner mes épaules, puis mes hips restent dans un angle, puis OK, ça, c'est mon tronc qui crée ce mouvement-là. Mais c'est surtout de l'intégrer avec d'autres types de mouvements. Je comprends. OK. C'est là que j'ai eu le plus de résultats. Fait que don't train only vertical, puis surtout de t'entraîner de façon horizontale aussi, puis en rotation. Yep. Next point, next Proche. do's and don't. Beaucoup de bilatéral, man. Tu veux pas juste train en bilatéral. OK? Ça, j'aime ça. Ça, Ben, j'aime ça, c'est mais un j'aime ça, classique. mais j'aime ça. J'ai ça le faire. Mais Exact, il faut le exact. faire. Ouais, Il faut le exact. faire. Si j'avais le choix entre entraîner mes athlètes seulement en bilatéral ou seulement en unilatéral, je ferais juste du unilatéral. Puis je suis convaincu qu'il y a un paquet de coachs qui diraient la même chose. Mais après ça, on va checker leur programme. Oh, ça va être 90% de bilatéral puis 10% d'unilatéral. Peu importe la période de l'année. Tout, Ouais. whatever, tout confondu. Don't get me wrong, le bilatéral a des avantages sur le unilatéral. Tu vas mettre plus haut, tu vas générer plus de force, tu risques d'avoir plus de power. OK? Mais au désavantage que tu risques de peut-être avoir un plus gros débalancement musculaire, puis tu ne seras jamais capable de corriger ton structural balance, tes débalancements musculaires, si tu es juste en bilatéral tout le temps. Si tu es juste en bilatéral tout le temps. Puis aussi du point de vue movement pattern, si tu es en bilatéral, tu perds des subtilités que tu peux avoir en unilatéral. Okay, le fameuse histoire, qu'est-ce qui est hyper populaire là, de ce temps-ci, là, c'est les fameux cross-chain. Où est-ce que tu Cross-chain? cross-chain ou tu travailles par exemple avec ta left leg, glute, hip de ce côté-là pour venir press du côté droit. Là, honnêtement, je suis peut-être en train de botcher complètement le concept, là, mais c'est pas Je quelque sais chose pas de quoi tu parles. que j'utilise tant, mais c'est l'idée de vouloir linker un côté du corps avec le côté inverse, fait que mon côté droit avec mon côté gauche, mais de haut en bas, fait qu'en diagonale. OK.
Ça me dit Fait rien. que par exemple, J'ai pas vu ça passer, j'ai pas entendu parler du concept, honnêtement. peut-être parce que je suis beaucoup de pages de coach, mais ça, c'est quelque chose qui est hyper populaire de ce temps-ci, mais comme c'est un concept qui peut être intéressant à utiliser ou whatever. Moi, je m'en sers pas, je suis pas nécessairement un gros fan du concept, mais l'idée, c'est que en unilatéral, tu viens entraîner certaines subtilités de movement pattern que tu n'as pas en bilatéral. OK? Mhm. Je te donne un exemple. Quand tu sprints, par exemple, je push off avec ma jambe droite. Je prends un take-off, OK? Puis ma jambe droite, c'est elle qui push. Mais le push de la jambe droite, l'extension de la jambe droite, est toujours pairé avec une flexion de la jambe gauche. Yeah. OK? Si je suis toujours en train de m'entraîner en squat, on vient de faire un petit peu ce pairage-là. OK? Mhm. Fait en s'entraînant en unilatéral, on vient s'entraîner dans des movement patterns qui sont plus proches de ça. Je veux pas dire que ça va magiquement être Translate. meilleur, Ouais. translate ou whatever, mais il y a vraiment un avantage à être capable de dissocier l'action de tes deux jambes pour créer un mouvement. Mhm. Au-delà du fait que, à la base, de toute façon, tu veux corriger ton débalancement musculaire entre ta gauche et ta droite, puis that's it, puis juste pour ça, tu devrais faire du unilatéral. Exact. Ça, par contre, tu m'as déjà dit, je sais pas si ton avis a changé à ce niveau-là, tu m'as déjà dit que le but, c'est pas d'être identique des deux côtés, puis tu le seras probablement Mm. jamais, que ce soit d'un point de vue de force ou quand tu cours. Tu sais, des fois, quelqu'un se filme de dos ou de face en courant, puis t'es comme, hey, mon pied droit est un petit peu plus vers l'intérieur Yep. ou peu importe. Tu sais, le but, c'est pas que ce soit symétrique à 100%, mais tu, tu veux pas avoir de méga asymétrie probablement non plus, c'est ça? Non, exactement. Tu seras jamais, personne ne va jamais être symétrique, puis c'est normal. Puis honnêtement, je pense que ça fait aussi partie, une certaine asymétrie, je pense honnêtement que ça fait partie d'un mouvement athlétique qui a du succès. Fait qu'un sprint légèrement asymétrique, je pense, risque d'être plus performant qu'un sprint symétrique. Là, j'y vois d'expérience et d'extrapolation, honnêtement. Mhm. Vous pouvez me quote on this, je m'en fous, je vais backer ce que je pense. Mais demandez-moi pas de sortir une étude là-dessus, je la trouverai pas. Non. Ça, c'est plus OK. d'expérience. Pour le sprint, puis la raison pourquoi, c'est que probablement que c'est plus facile de garder un rythme de cette façon-là. Exemple, Mhm. t'écoutes une tune là. Jamais le beat va être comme un métronome. Ça sera pas tac, 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 tac. Ça risque plus d'être tac, 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 Mhm. tac, tac. Et dans ton mouvement de sprint ou whatever, ben, quand on regarde un beau rythme qui est fluide, élastique, les athlètes que je vois qui ont le meilleur rythme, ils ont une certaine asymétrie. Un bras qui va reacher plus loin dans son arm swing, un bras qui est un peu plus tight, Mhm. une jambe qui push plus vite, une jambe qui push plus fort. Puis c'est normal. Tu regardes les athlètes bouger, tous les athlètes ont certains patterns asymétriques. Le but, à ce moment-là, de le faire dans le gym, de travailler unilatéral, c'est juste d'éviter qu'il y ait un déficit trop important Mhm. ou qu'il y ait une asymétrie trop importante. Si tu sprints et que ton asymétrie est trop importante, c'est là que tu es plus à risque de blessure. OK. Même chose pour ta force et ta mobilité. Yeah. OK. Fait que, assure. OK. Fait que, fais pas juste du bilatéral, intègre du training unilatéral aussi. Les deux ont leur place. Faut juste s'assurer de pas mettre toutes ses œufs dans le même panier. Yep, yep. Un petit dernier pour finir. Bien sûr. Alright, le dernier. Fait que là, on est à 4. Le cinquième est. C'est ne lift pas seulement en full range of motion ou juste en tempo concentrique normal ou pire, juste avec des excentriques lents et des concentriques rapides. Puis, je veux dire, je suis le premier à dire qu'il faut que tu liftes en full range of motion, souvent. Puis j'ai Ouais. été dans ce camp-là aussi de OK, tu veux tout le temps lift en full range of motion. Puis Mhm. je trouve ça bien parce que maintenant, c'est l'idée qui est mise de l'avant. Plus que avant, c'était comme des half squats, puis les gars Ouais. faisaient des partial reps, comme les bodybuilders, comme dans Pumping Iron là, avec Arnold Schwarzenegger. Fait que je suis content parce que côté prévention de blessures, développement musculaire, si tu travailles par exemple ton ischio dans un range of motion qui est grand, les effets pour la prévention de blessures vont être meilleurs. Fait que ça, c'est bien. C'est bien. Fait qu'il faut que tu en fasses dans ton training du full roam à l'année longue. Upper body, lower body.
Cependant, si tu veux maximiser tes performances, tu as intérêt à aussi travailler des partial roam ou travailler des mouvements en isométrie dans des angles fixes. Juste pour qu'on soit tous sur la même page, quand tu dis roam, ça veut dire range of motion, ce qui veut dire amplitude de mouvement si quelqu'un n'avait pas fait le lien. Yes, merci. Yeah. Je l'utilise tellement tout le temps que ça me sort de la tête que c'est peut-être pas clair là. Ouais. OK. Fait So, par qu'on exemple, s'entraîne toujours, ben à l'année, pas toujours, mais on a tout le temps une période où est-ce qu'on entraîne nos amplitudes complètes, ce qui veut dire que tu devrais toujours être capable de t'asseoir dans un deep squat, par exemple, ou dans un, tu sais, d'avoir des press où est-ce que tu viens chercher un étirement dans tes chaînes musculaires, ou tu sais, peu mhm, importe le mouvement, on veut garder cette mobilité-là, puis cette force dans l'amplitude complète-là. yes. Par contre, d'intégrer d'autres ranges, c'est correct aussi. Ça n'a pas tout le temps besoin d'être un ast de grass squat, par exemple. C'est pas juste correct, c'est vraiment plus bénéfique pour ton athlète qui veut devenir plus vite, qui veut devenir meilleur au foot. Travailler certains angles va te permettre de développer plus de force dans un range d'angle précis. Euh, Quand tu travailles, par exemple, dans une amplitude de mouvement complète, tu travailles ta force dans l'amplitude de mouvement complète. Quand tu travailles ta force dans une amplitude partielle, ben, ton transfert de force se fait plus ou moins quelques degrés, dans le sens que, mettons, je travaille un mouvement de 90 degrés à 0 degré sur le squat, ben, je vais avoir un transfert de force jusqu'à un peu en dessous du 90, mais pas jusque dans l'amplitude complète de mon mouvement. Okay? Fait que de le travailler en partial roam, tu peux target des angles qui sont vraiment plus intéressants pour développer de l'accélération ou des mouvements athlétiques. Fait comme je veux dire, c'est très. Quand tu accélères, là, tu ne vas pas accélérer d'un deep squat vers une triple extension complète. Là. Je veux Mhm. dire, le mouvement se passe dans le range of motion qui va être le plus efficace. Fait que tes Mhm. premiers degrés ou tes derniers degrés de mouvement sont vraiment pas efficaces pour créer de la force, de la vitesse, de la puissance. Fait que naturellement, quand tu sprints, tu restes plus proche de ton angle d'articulation qui est neutre parce que c'est dans ces angles-là que tu es capable de générer plus de force, plus de puissance, plus d'élasticité aussi. Fait que Mhm. passer un peu de temps juste sur ces angles-là, dire OK, hey, je vais devenir vraiment fort sur je vais me spécialiser un peu sur ces angles-là là, pour devenir plus fort dans ces positions-là. Ça va être vraiment intéressant pour développer ta vitesse, ta force dans des postures de sprint, plus précisément. Puis tu peux Voudrais-tu être encore. voudrais-tu me donner un exemple? Parce que en ce moment, on dirait que je visualise vraiment bien le squat, là, de full range, partial range, à Mhm. partir des pins, un half squat, un quarter squat, un squat contre des pins, et ainsi de suite. Serais-tu capable de me donner un exemple de ça pour ce qu'on parlait plutôt d'un mouvement horizontal? Yep. Pour les hips, un de mes préférés, c'est un overcoming ISO. Donc, c'est un mouvement où il n'y a pas de mouvement, où que la barre ne bougera pas, Un mais que mouvement, tu pas vas de mouvement. un mouvement qui n'a pas de mouvement. Un Interesting. mouvement qui, visuellement, n'a pas de mouvement, mais que tu essaies de bouger la barre. Fait que OK. c'est une c'est un exercice où est-ce que tu vas forcer sans qu'il y ait de changement d'angle à tes hips ou à tes genoux. Fait que par exemple, un isométrie. Le plus facile de se figure out, c'est je tiens un hip thrust à moitié de mouvement. OK? Fait que ça, c'est isométrique. Mais si je mets tellement de poids sur la barre de hip thrust que j'essaie de la lever, mais que je ne suis pas capable de la lever, c'est là que je vais générer le plus de force. Le mouvement que tu génères le plus de force, c'est un mouvement de overcoming ISO. Fait que c'est ce que je viens de décrire. Où est-ce que tu essaies de bouger une charge qui est fixe, fait que tu n'es pas capable. Si tu essaies vraiment ton max, il n'y a rien qui va aller chercher un meilleur recrutement de fibres musculaires. Il n'y a rien qui va te permettre de générer plus de force. Fait que Mais c'est un. le défi avec ça, parce que au hip thrust, je suis pas certain si je l'ai déjà fait, mais au bench, je l'ai déjà fait. Mhm. Le défi avec ça, c'est de réussir à garder une intention maximale. Parce que tu le sais pas, tu sais, vu que ça bouge pas, des fois, si t'es contre des pins, si t'es Ouais. quelque chose, tu le sais que ça lèvera pas, puis probablement qu'il y en a qui vont pas réussir à mettre Mhm. l'intention maximale contre la barre, puis vraiment que là, tu viens limiter les bénéfices. Fait que je trouve ça quand même difficile à appliquer peut-être dans certains cas, surtout
tu me dis, tu as une série, tu pousses all out. Probablement que je pense que je pousse Mhm. all out, puis finalement, j'ai pas réussi à le faire. La série d'après, je le fais. Après ça, j'ai une certaine fatigue, puis tu t'en rends pas compte. Il n'y a pas façon de voir Yep. si tu as poussé au maximum ou pas. Mhm. T'as raison, c'est un des challenges avec cette méthode d'entraînement-là. C'est une des raisons pour laquelle aussi je ne l'utilise pas nécessairement à l'année longue avec les gars que je coach. C'est pas tant le fun à faire non plus, fait que c'est pas stimulant pour eux. Fait que, C'est plate en prenant excuse-moi ça le en langage, compte, mais c'est plate en crise, là. c'est plate en crise parce que tu forces comme un débile, puis tu bouges rien. Tu Ouais. bouges rien, puis ça fait mal aussi, là. La Ouais. tension musculaire que tu génères, là, mettons sur un bench, overcoming ISO, là, man, ça te fend les pecs, man. C'est pas le fun, là. Ouais, exact. T'as aucun relâchement dans le sens que tu fais 10 secondes, c'est 10 secondes de tension, puis you suck it up, man. Puis c'est long. Deux choses. Si tu as du budget ou que tu es dans une team qui a du budget, ben, l'idéal, c'est d'avoir une force plate. Puis ça, on le voit beaucoup dans les teams NCAA, qu'il y a des strength coachs qui ont des force plates pour mesurer justement dans des mouvements isométriques quelle force ton athlète est capable de générer dans une position précise. Puis avec les force plates aussi, tu peux mesurer un paquet d'affaires comme la force que tu génères sur un vertical jump, puis en combien de temps, c'est quoi ton temps de contact. Mais bon, Ouais. moi, j'ai pas ça, puis ben du monde n'a pas ça. Fait un workaround pour s'assurer que le mouvement de qualité, c'est qu'au lieu de tenir pendant 10 secondes ton overcoming ISO, ça serait de faire 3-4 reps pour que tu tiens 2-3 secondes, par Tu exemple. pousses sur l'âge. Tu repousses sur Yeah, tu l'âge. pousses sur l'âge, puis aussi de cette façon-là, tu risques d'aller chercher une meilleure force max moyenne au travers de ton temps d'effort. OK. Mais honnêtement, il n'y a pas 1000 solutions. Après ça, de voir pour garder ça stimulant pour un athlète ou un autre, ça demande un peu de force mentale que, OK, je grind ma rep puis je veux la pousser Yeah. le plus fort possible. Yeah. Un, Mais anyways, un trick, ce que tu préfères, c'est mettre un poids que tu es vraiment sur le bord de bouger, mais que tu puis bouges tu pas veux tout à fait. réussir. Exact. Puis Fait tu que, veux réussir. Puis au fil des semaines, à un moment donné, peut-être que tu vas réussir à le bouger. Puis là, tu vas être comme, OK, j'ai fait des gains, je suis plus fort parce que là, j'ai bougé cette charge-là. je comprends. C'est pas Mais fou, ça. c'est pas fou, mais comme ça commence à être beaucoup de thinking. Là. Tu sais, je veux dire, le plus simple, c'est tu mets le poids sur la barre ou tu mets les pins, tu forces comme un débilos. Pendant 3-4 secondes, tu fais 3-4 reps, puis that's it. Là. Exact. Exact. Mais tu sais, sinon, je me dis, par exemple, l'exemple le plus facile, encore une fois, c'est du bench from pins. Fait que tu fais une coupe de warm-up set, peut-être avant avec des charges que, ça, je réussis à le bouger, je réussis à le bouger. Puis à un moment donné, Hmm. t'es comme ça bouge. Tu sais, celle-là, il bouge pas. Hmm. Fait que c'est mon premier vrai set, par exemple. Fait que tu le sais que t'es vraiment proche, mais puis t'essayes, puis t'aimerais ça. Ça serait vraiment une bonne idée pour de vrai. Fait que, mettons ton ramp-up set, tes sets au début serait ton warm-up, puis là, tu fais un Exact. ramp-up pour trouver ton 1RM jusqu'à temps que tu fails. T'as fail, tu prends ce poids-là pour faire ton overcoming ISO cette semaine-là, puis pour les semaines à suivre. Ça pourrait être vraiment une bonne idée pour eux. Puis ben, 2 semaines plus tard, tu bouges, ben là, tu rajoutes 5 ou 7 ou 10 livres, puis c'est pas supposé bouger. Tu sais. Fait que, Yeah, exact. Good ça. Fait comme, pour finir aussi sur l'exemple de bench, on a parlé beaucoup de sprint, mais comme de travailler un bench off pins où tu commences ton mouvement, tu es déjà à moitié du mouvement, puis tu viens juste faire le lock-off, fait que tu pars à ouais. 90, peut être vraiment intéressant pour avoir un punch plus explosif et plus fort. Mhm. Quand tu vas arriver sur le field, tu vas pas punch la main à l'épaule, puis tu vas pas press low line à un bras en mouvement unilatéral, puis que tu vas extendre. Non, non, tu vas arriver, les chances sont que tes coudes vont déjà être presque lockés, puis tu vas juste finir ton punch, puis paf! Puis là, tu veux Ça garder dépend. ton bras straight, puis tu veux pas que ça déplie, là. Ça Puis il dépend. va Si avoir t'es tes un jambes goon, là-dedans, si puis t'es tu un vas avoir goon, ton tu y speed allais. là-dedans. Puis t'as C'est ta un goût. boule, là. Si t'es un Ah, goon, puis tu t'as mets ta ta boule boule. là-dedans. Là. Puis t'as ta boule là-dedans. Fait comme... Faites des partials, guys. Mais faites pas juste des partials. Puis faites du full Mais roam, mais intégrer, pas juste exact. du full roam. Puis la Exact. Puis ça façon dépend dont moi je aussi le à quelle vois, place. corrige-moi si je me trompe, mais la façon dont moi je le vois, probablement qu'en début d'off-season, des moments où tu veux vraiment établir tes fondations, établir tes bases, ben, tu voudrais faire plus de full range of motion. On va dire 80% de ton entraînement, 20% qui serait pas full range. Puis plus tu t'approches de l'été, plus c'est le contraire. Un peu quand on parlait de training de speed et de force et ainsi de suite, de power. Mhm.
Probablement qu'au début, tu es plus en force, tu as un plus gros pourcentage en force, un plus petit en speed. Probablement quand tu approches de la saison, tu vas faire plus grande partie partial range, mais garder une certaine partie. Exactement. Personnellement, moi, je travaille sur 2 blocs de 4 mois de off-season, puis je repasse un peu par la même progression avec des focus différents à chaque fois. Mais sur mon premier, dans mon bloc de 4 semaines, de 4 mois, pardon, le premier mois, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'unilatéral, beaucoup de range of motion, des mouvements en déficit pour aller chercher un range of motion encore plus grand. Il va y avoir un peu de force, un peu de power juste pour le maintenir, mais le focus va être sur le développement de ta force at length et de ton structural balance, donc beaucoup d'unilatéral. Puis plus ça va avancer, ça va être comme tu as dit, tranquillement, on va diminuer le range of motion, on va travailler plus de partial roam, on va travailler plus en power, plus en strain, plus en speed, il va y avoir moins d'unilatéral. C'est exactement ça, man. Good stuff. On a fait le tour. Si jamais vous avez des questions sur le training, sur des affaires, je pense que Bam, ça lui ferait plaisir si vous lui écrivez, si vous posez des questions. Sinon, merci pour votre écoute. On va essayer de continuer de faire des épisodes d'environ cette durée. On sait que des fois, on s'étire, on parle beaucoup et ainsi de suite. Mais merci pour votre écoute, puis à très bientôt. Peace! Peace! Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.